Audience au palais de Kossiam ce matin, le chef de l'État a reçu le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'est agi pour Newton Ahmed Barry de présenter le bilan de son mandat, un bilan dressé dans un contexte de crise à la CENI. Reportage dans ce journal. Dans le secteur de la santé, le ministre Charlemagne Ouedraogo et son équipe étaient en conclave ce matin également. Objectif, trouver les voies et moyens pour offrir des soins de qualité aux populations. Ceci est leur premier CACEM de l'année 2021. Images et commentaires dans un instant. Et puis en fin de journal, réaction des Maliens sur la mort de l'agresseur du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 20 juillet dernier. Une mort suspecte qui inquiète les populations selon certains Maliens. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Direction tout de suite le palais de Kossiam où le chef de l'État recevait le président sortant de la Commission électorale nationale indépendante Newton Ahmed Barry et son équipe. Il était question pour Newton Ahmed Barry en fin de mandat de présenter le rapport des élections de 2020 et faire le bilan de son mandat au chef de l'État. Les détails de la rencontre dans ce reportage de Maxime Jean-Hugues Bambara. Pour cette audience avec le chef de l'État, l'équipe sortante de la CENI avec à sa tête son président Newton Ahmed Barry sacrifie à la tradition en venant remettre au président du Faso le rapport final des élections générales et faire le bilan de son mandat. Du contenu du rapport, nous sommes revenus sur l'ensemble des péripéties qui ont accompagné évidemment les élections du 22 novembre, l'organisation qui n'a pas été facile dans le cadre d'un contexte à la fois sécuritaire et Covid. Ensuite, la question évidemment de l'instabilité législative du code électoral qui a été changé 3 fois en moins de 3 ans, dont 2 fois la même année, et puis dont la dernière a eu lieu à moins de 70 jours de l'élection, ce qui n'a pas facilité tous les éléments. Selon le président de la CENI, sur le plan financier, l'opération électorale de 2020, sans tenir compte de l'enrôlement des électeurs, a été moins budgétivore comparativement à 2015. Newton Ahmed Barry se réjouit donc d'avoir organisé des élections moins chères, et ce, malgré la prise en compte de la participation de la diaspora. Nous sommes à 21 milliards, ce qui amène les ratios coûts électeurs dans notre pays autour de $6, c'est-à-dire 3 000 francs CFA, ce qui nous met donc dans le haut du pavé, c'est-à-dire en dehors du Rwanda, où le coût électeur est de $1, nous sommes parmi les pays qui organisent les élections les moins chères en Afrique. Le mandat de l'actuelle équipe de la CENI prend fin ce samedi 31 juillet alors que l'institution est en pleine crise liée au renouvellement de ses membres. Une crise dont le président sortant s'en lave les mains. Nous parlons de notre mandat, nous sommes venus parler de ça. Le reste, évidemment, appartient à ceux qui viendront. Pour la tenue des prochaines élections dans de meilleures conditions, des recommandations ont été faites au chef de l'État, notamment sur la stabilité législative. Pour Newton Ahmed Barry, l'on doit également travailler davantage à amoindrir le coût des élections. À la suite de ce journal, TAC 2021, les plénières se poursuivent en prélude au Conseil des ministres conjoints prévu pour demain 27 juillet à Abidjan. Au deuxième jour des travaux des experts, les deux parties s'accordent sur les grandes décisions et recommandations à soumettre pour une meilleure opérationnalisation des projets et programmes communs au Burkina Faso et à la Côte d'Ivoire. On écoute à ce propos Régis Kevin Bakiono, expert burkinabé, membre de la commission politique et intégration. Nous sommes parvenus à un certain nombre de conclusions sur des points qui vont faire avancer la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le dire, les deux présidents donnent déjà l'impulsion à cette coopération-là. Et donc, dans le cadre de ce TAC-là, il est question de faire bouger les lignes, de faire avancer la coopération afin que les deux pays puissent continuer à consolider leurs relations d'amitié et aussi faire bénéficier justement nos populations de cette coopération-là. En tant qu'expert, il y a une question qui a été inscrite à l'ordre du jour au sein de cette commission qui est relative à la réouverture des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Et il faut dire que nous ne sommes pas les décideurs à notre niveau, nous sommes juste des experts qui examinons les questions et qui présentons les arguments techniques aux décideurs afin qu'ils puissent prendre justement les décisions appropriées. Et donc, au sein de notre commission, et les experts ivoiriens et nous avons convenu que l'État est nécessaire. Et au regard d'un certain nombre de contraintes, un certain nombre de difficultés, de rouvrir les frontières. Et donc, une recommandation est faite dans ce sens à nos plus hautes autorités afin qu'elles puissent prendre la décision appropriée. Rouvrir les frontières serait un facteur d'accroissement de l'économie des deux pays. Et cela est important déjà quand on parle d'économie, ce sont les populations qui sont les premiers bénéficiaires. Et puis le Burkina Faso se prépare pour le sommet des nations sur les systèmes alimentaires qui se tiendra en septembre prochain à New York. C'est un pré-sommet organisé par l'Italie qui a réuni donc plusieurs pays participants autour de la problématique de l'alimentation pour faire progresser les 17 objectifs de développement durable ODD. Le pré-sommet qui a ouvert ses portes ce 26 juillet se tient jusqu'au 28 juillet prochain. Michael Tougri pour le compte-rendu sur la participation du Burkina Faso. Organisé par le gouvernement italien, ce pré-sommet sur les systèmes alimentaires est une tribune pour les acteurs de réaffirmer leur engagement à la promotion du droit à l'alimentation. Pour la partie burkinabé en visioconférence, le ministre en charge de l'agriculture Salifou Ouedraogo qui explique la politique du Burkina Faso afin de respecter les engagements du pays en matière de droit à l'alimentation. Au Burkina Faso, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris à travers les concertations, notamment réserver au moins 1% du budget à la recherche, 10% du budget à l'agriculture, travailler à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de maîtrise de l'eau, réduire les effets, des gaz, réduire les gaz à effet de serre de 25%. Donc il y a un certain nombre d'engagements, une dizaine d'engagements que le Burkina Faso a pris pour pouvoir aller vers ce pré-sommet en septembre. Parce que c'est le chef de l'État qui va bien sûr porter la voix du Burkina Faso pour qu'ensemble on voit dans quelle mesure on peut faire en sorte que d'ici 2030 il n'y ait plus la faim à travers le monde. Au regard des enjeux stratégiques du système des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le Burkina Faso affine sa politique des systèmes alimentaires durables et équitables avant le rendez-vous de New York en septembre prochain. Et que la faim persiste. Et il faut et on a trouvé que les systèmes alimentaires actuels n'arrivent pas à répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Donc il faut que nous arrivions à concerter, à mettre plus de solidarité et trouver les voies et moyens pour qu'à l'issue de ce sommet, que nous puissions tirer des conclusions, puissions mettre des recommandations et surtout opérationnaliser tout ça afin de faire reculer la faim et permettre à toute la population, là où qui sont dans le besoin, de pouvoir avoir accès à la nourriture de façon durable, permanente, mais une nourriture équilibrée et saine. Et à ce sommet, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, va décliner la politique du Burkina Faso en matière de système alimentaire. Ce sommet se tiendra en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le secteur de la santé, le ministre Charlemagne Ouedraogo et son équipe étaient en conseil d'administration du secteur ministériel dans la matinée de ce 26 juillet. À cette rencontre première de l'année 2021, les acteurs avaient la lourde tâche de trouver des alternatives pour la mise en place d'un système de santé résilient et aussi offrir des soins de qualité aux populations. Et c'est le CHU Tengango qui a abrité la rencontre des acteurs de santé. Cérémonie d'ouverture avec Fatima Tanikima. Première session de l'année 2021 du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM du ministère de la Santé. 4 principaux dossiers sont à l'ordre du jour. Parmi ces dossiers soumis en examen et adoption, le plan d'action 2020 et 2021 du ministère de la Santé, le plan d'urgence des hôpitaux, le processus d'élaboration du plan national de développement sanitaire 2021-2030, ainsi que l'état de mise en œuvre du plan de la vaccination contre le Covid-19. Nous devons examiner tout ce qu'il faut pour engager toute la communauté vers la vaccination afin que nous puissions protéger la population, surtout que nous sommes en train d'échanger sur la réouverture prochaine des frontières. On ne doit pas rouvrir les frontières
avant d'atteindre un certain niveau avancé de la vaccination, au risque donc de voir une situation pandémique reprendre donc du chemin au Burkina Faso. Le professeur Charlemagne Ouedraogo est revenu lors de ce CACEM sur la responsabilité de tout un chacun dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Selon lui, la vaccination reste la seule arme efficace contre cette maladie. Nous disons à ceux qui disent qu'il ne faut pas se vacciner, qu'est-ce qu'ils ont à proposer à la place pour lutter efficacement contre la Covid. D'aucuns diront qu'ils sont libres de le faire. C'est vrai que la vaccination n'est pas obligatoire. Mais la liberté, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et vous n'avez pas le droit de mettre en danger votre entourage et vos parents qui risquent de faire des formes graves en raison du fait que vous n'êtes pas vacciné et vous pouvez les contaminer. Donc aujourd'hui, c'est important que les gens sachent qu'il n'y a pas de liberté sans obligation. Je suis libre, mais je suis obligé de protéger mon environnement et donc je dois me vacciner pour protéger mon environnement contre la Covid et protéger le Burkina contre la Covid. Il ressort du bilan de l'année 2020 du ministère de la Santé que les taux de réalisation physique et financière sont respectivement de 62,88% et de 96,68%. Mais en croire le ministre Charlemagne Ouedraogo, il reste encore beaucoup de défis à relever. Il s'agit entre autres du pari de la lutte contre le Covid-19 à travers la vaccination et la mise en œuvre du plan d'urgence des hôpitaux. Elle est la 3e cause de décès au monde, définie comme un décès par suffocation de l'eau ou tout autre liquide qui remplisse les poumons. La noyade endeuille des familles chaque année. Rien qu'en 2019, l'OMS a enregistré plus de 23 000 personnes mortes par noyade. Les chiffres sont lourds et doivent être réduits. Au Burkina Faso, la Fédération de sauvetage en fait son combat. Dimanche dernier, elle a initié des exercices de simulation de sauvetage. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade, commémorée chaque 25 juillet. Vous allez voir dans le prochain reportage des gestes simples mais importants pour sauver toute personne en situation de noyade. Michael Toukri. Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 23 000 personnes sont mortes par la noyade en 2019, ce qui fait de la noyade un problème majeur de santé publique. Au Burkina Faso, le nombre de noyades ne cesse de s'augmenter. Et pourtant, à travers des gestes simples et rapides, une personne peut être sauvée de la noyade. Au barrage numéro 1 de Tanguin, ces gestes de base sont enseignés par la Fédération burkinabé de sauvetage. Quand une personne tombe dans l'eau, il faut dire que la première chose à voir, c'est la distance. Si la personne est à côté de vous, on peut donner un objet qui est à côté. Ça peut être un long bâton, ça peut être, je ne sais pas, une planche à la maison, un morceau de corde et tout. Voilà, si la personne est loin, bon, là, il ne faut pas se risquer comme ça. Parce que si vous partez, si la personne se saisit de vous, ça devient un problème. Au lieu d'une victime, on aura 2 victimes. Voilà. Si vous ne pouvez pas, c'est d'appeler à l'aide. Il est important pour nous, pas seulement la fédération, mais vous, acteurs aussi de la société, de contribuer et de travailler à promouvoir bien sûr cette activité, afin que nous puissions ensemble, la main dans la main, réduire considérablement les risques de noyade. Alors les plans d'eau, nous les constatons presque partout, mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas que la saison pluvieuse qu'il pleut. Il arrive très souvent qu'il y ait bien sûr un étang d'eau quelque part et qu'on glisse et qu'on ne sait pas comment se débrouiller. Donc c'est pour cette raison, même en saison sèche, nous pouvons sauver des enfants qui quittent l'école pour rentrer. Nous pouvons sauver bien sûr des passants et là c'est très important. Donc ce n'est pas une activité qui se limite que seulement à la saison pluvieuse. La fédération travaille toute l'année dans ce cadre-là pour que chacun puisse en tout cas apporter sa contribution. La noyade est classée 3e cause de décès par traumatisme non intentionnel dans le monde. C'est donc une activité de sensibilisation appréciée qui va sans doute contribuer à la prévention de la noyade au Burkina Faso. Avec ce qu'on a appris aujourd'hui, ça peut vraiment nous permettre non seulement de prévenir ce qui est l'essentiel de ce qu'on a appris aujourd'hui, mais de sauver. Voilà, on a vu plusieurs techniques de prise. On a vu aussi comment sauver une victime consciente et une victime inconsciente qui ne respire pas. Et tout ça, c'est vraiment nouveau.
Cette journée mondiale de la prévention de la noyade créée par l'Assemblée générale des Nations Unies à l'initiative du Bangladesh, où 40 enfants meurent noyés chaque jour selon les statistiques de 2016. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 2009 et 2019, 2,5 millions de personnes ont trouvé la mort par noyade. Il y a bien d'autres gestes qui peuvent vous sauver. Pas de la noyade, mais des maladies comme le paludisme, qui elles aussi font des ravages. Il s'agit du nettoyage de votre cadre de vie, une alternative pour éviter le développement des moustiques, surtout en cette période de pluie. C'est la leçon que nous apprennent les jeunes du quartier Zone du Bois. Réunis ce dimanche 25 juillet, ces derniers ont débarrassé leur quartier de toute saleté. Image de la séance de nettoyage avec Michael Tougri et Nelly Tapsoba dans ce reportage. Le message de ces jeunes du quartier Zone du Bois à travers cette opération de salubrité est zéro déchet, zéro paludisme. Munis de balais, de râteaux, les jeunes de ce quartier se sont mobilisés pour rendre propre leur quartier. Selon l'initiateur de la journée de salubrité, la saison des pluies est une période propice à l'expansion des moustiques, agent causal du paludisme. Pour ces jeunes, cette opération est une occasion de se débarrasser des déchets et de faciliter le passage de l'eau de ruissellement. Donc nous sommes tous des jeunes du quartier, avec des amis à moi qui nous sommes accompagnés pour ramasser les déchets. Vous voyez le nombre déjà que nous sommes. Le matin, nous sommes réveillés tous à 7h du matin pour faire une organisation. Et ça nous tient vraiment à cœur. C'est nous-mêmes qui devons aider la ville. Ce n'est pas l'État, nous ne devons pas attendre l'État. C'est nous-mêmes les jeunes, nous devons nous lever. Nous allons essayer d'approcher d'autres quartiers, comme le quartier de mon ami Milo ou des Miss que vous voyez, pour aller faire des recensements, pour aider aussi. Présent à cette activité, l'artiste burkinabé Emilo Le Chanceux et les dauphines de Miss Yenenga 2021 ont tous salué l'initiative des jeunes du quartier de la Zone du Bois. Étant donné que le paludisme est une problématique majeure ici au Burkina Faso, je pense que c'est une initiative à saluer. Et étant jeunes du Burkina Faso, nous devons tous nous y mettre afin de réduire au maximum cette maladie ici au Burkina Faso. C'est une belle initiative, raison pour laquelle je suis là. Moi, quand c'est bon, je suis toujours là, j'accompagne, que ce soit dans la propriété, dans la santé, dans des dons. Voilà, donc c'est ce qu'on doit faire. Nous sommes une image, donc on doit montrer l'exemple. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans son quartier. Demain, ça peut être mon quartier. Après, demain, ça peut être aussi chez vous. Donc, j'appelle tous les jeunes, voilà, qui peuvent le faire. Il faut qu'on le fasse pour notre beau pays, le Burkina Faso. Le paludisme est un problème de santé majeur au Burkina Faso. Environ 22% des décès sont dus au paludisme. Cette maladie constitue la première cause de consultation. Pour cela, les jeunes du quartier Zone du Bois invitent les autres jeunes à leur emboîter le pas. Tout autre chose dans ce journal, à 96 heures de l'élève douanier, le groupe Castor Africa prend part aux activités. La société de promotion immobilière était en opération de présentation de son offre de logement. À seulement 6 500 000 francs CFA, avec le groupe Castor Africa, vous avez un logement dans la Cité de l'Espoir, dans la commune rurale de Lumbila. C'est un ambitieux projet immobilier bâti sur plus de 340 logements, avec des logements allant du social au grand standing. Reportage. Pour le groupe Castor Africa, c'est une vision, celle d'offrir des logements décents aux Burkinabés à partir de 6 500 000 francs CFA. En marge de ces 96 heures de l'élève douanier, le groupe Castor est en promotion. La technique, accoster les visiteurs en vue de leur expliquer l'offre en matière de logement du groupe Castor Africa. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les élèves douaniers, de leur donner l'opportunité de pouvoir souscrire à des biens pendant qu'ils sont en formation et puis tout au long de leur cursus professionnel. C'est un investissement sûr, ça leur permet de pouvoir canaliser un peu tout ce qu'ils auront comme entrée en fait. On a une large gamme de logements, on a des logements de 6 500 000 en montant. On a également des logements en location-vente. Donc ce sont des produits qui sont adaptés, je pense, aujourd'hui à la population burkinabé. Au Burkina Faso, Castor Africa ambitionne d'accompagner le programme du président du Faso à travers la réalisation de 100 000 logements d'ici 2035. Son offre de logement proposée séduit les visiteurs et les élèves douaniers qui apprécient le coût des logements. Une bonne initiative
puisque c'est la présence de Castor Africa au sein pour le 96 que nous on a vu la qualité des ouvrages, des maisons qu'ils offrent et puis les sites qu'ils nous ont proposés, que c'est un bon site. Le coût de 6 500 000, c'est très modeste, c'est très modeste, puisque vu que présentement sur le terrain, sur le marché, le prix d'une parcelle, c'est pas facile. Mais maintenant, si on peut avoir une maison construite à 6 500 000, je me dis que c'est bon, ça peut soulager la population. Cette initiative va permettre une plus grande offre de logements au Burkina Faso. Au regard des prix communiqués par le groupe, on peut dire que ce sont des logements qui seront à la portée de tous les Burkinabés. Un projet immobilier qui veut respecter non seulement les normes de construction, mais aussi celles écologiques. Dans notre projet déjà, on parle écologie parce qu'on mise beaucoup sur la verdure. Et en plus de cela, on a intégré à nos bâtiments une gamme de logements en BTC. Les gens sont intéressés, ils prennent des informations. Comme d'habitude, on programme des visites de sites pour les personnes qui sont intéressées, connaître l'emplacement et puis aussi connaître les différents prix et les modalités de paiement. Les personnes qui souscrivent, donc les paiements suivront évidemment dans les semaines à venir. Castor est là aujourd'hui pour leur proposer des prix intéressants avec des modalités de paiement adaptées à toute personne. Ce groupe est une société pluridisciplinaire dans le génie civil et les projets de développement durable. Les logements sont bâtis sur une superficie de 349 hectares dans la commune de Lumbila avec des modalités de paiement échelonnées sur plusieurs années. Sport dans ce journal. À l'occasion de ses 10 ans, Coris Assurance a initié une compétition dénommée Tournoi Maracana des Mutuelles. 8 équipes issues des différentes structures y ont pris part et la finale a opposé l'équipe de Coris Bank à celle de la Sonabi. Et c'est Coris Bank qui remporte cette finale. Assami Touré. Coris Bank est le vainqueur de ce tournoi Maracana des Mutuelles. Cela a été possible grâce à son efficacité pendant les séances des tirs au but. Pourtant, c'est la Sonabi qui a été la plus dévouée pendant le temps réglementaire avec quelques occasions ça et là, mais sans pouvoir ouvrir la marque. Coris Bank a fait le dos rond et obtient le score de 0 but partout au coup de sifflet final. Et c'est ce dernier tir sur le poteau qui permet à Coris Bank d'être couronné. Il faut dire que c'est l'un des les matchs les plus difficiles que nous avons eu à jouer. Mais vous savez, avec Coris Bank, on ne lâche pas l'affaire. On s'est dit qu'il fallait aller au bout, jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait ensemble. On a travaillé ensemble. On s'est tous battus ensemble avec le coach qui était dehors également, qui criait sur l'équipe. Il faut dire qu'on n'a vraiment pas lâché l'affaire. C'est ce qui nous a donné donc, la victoire finale. Je l'ai accepté parce que dans la mesure où techniquement et tactiquement, on a dominé le match. Malheureusement, on n'a pas été réaliste, donc ça s'est terminé par le score de 0-0. Donc comme c'était les tirs au but, c'était une question de chance maintenant. Bravo à Coris Assurance parce qu'il faut de telles initiatives quand même pour renforcer la fraternité au sein des services. Je les encourage à poursuivre l'année prochaine pour une seconde édition. Organisé dans le but de célébrer cette première décennie de fonctionnement avec les partenaires, le premier responsable de Coris Assurance se dit satisfait dans l'ensemble. Pour lui, cette activité a un triple objectif. Nous sommes véritablement satisfaits parce que nous avons pu vivre une belle ambiance donc, durant ce tournoi qui a concerné environ 10 équipes. Et ces 10 équipes ont pu s'attaquer et s'affronter sportivement. Et donc je pense que nous sommes véritablement satisfaits. Coris Bank a finalement, la mutuelle de Coris Bank est retenue vainqueur et c'est vraiment le meilleur qui a gagné. Nous aurions aimé que ce soit un partenaire qui remporte cette coupe. Mais c'est la loi du football, c'est le meilleur et c'est la loi du terrain. Donc c'est une heureuse coïncidence que nous saluons également, tout en reconnaissant donc les efforts et le mérite des autres équipes qui sont des équipes partenaires. Je précise que ce tournoi visait un triple objectif. D'abord, célébrer sportivement notre anniversaire dans la santé et la convivialité. Et ensuite, c'est une autre façon de vivre notre relation et nos bonnes relations avec nos bonnes relations d'affaires avec un certain nombre de partenaires qui nous ont accompagnés ces 10 dernières années. Et le troisième objectif, c'est véritablement traduire une autre expression de notre rôle social en tant qu'entreprise citoyenne au Burkina Faso.
Coris Bank, l'équipe championne, en plus du trophée, a été récompensée en nature. Les 3 autres meilleurs également ont été primés pour clore en beauté la commémoration des 10 ans de Coris Assurance. Au Mali, le gouvernement, dans un communiqué lu à la télévision nationale hier dimanche, a annoncé la mort de l'agresseur du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Cette annonce intervient alors que le tribunal de grande instance de la commune 2 du district de Bamako a lancé une action judiciaire pour faire la lumière sur l'agression qualifiée d'une tentative de déstabilisation du pays. Le gouvernement assure que le résultat de l'autopsie sera rendu public. Je vous propose dans le prochain reportage des réactions de quelques Maliens. Le petit a été tué, celui-là que le gouvernement a produit un communiqué pour dire qu'il a été décédé, je dirais qu'il a été tué. Parce que dans le communiqué, ils ont dit que son état de santé a dégradé. Cela veut dire qu'il a été torturé. Les gens n'ont pas le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pouvoir militaire. Et si nous sommes dans ce pouvoir militaire-là, il faut faire extrêmement attention à ce que vous dites dans les médias, dans les grains, dans les causeries. Mais souvent, il faut avoir des gens qui ont ce courage-là de dire ce qui s'est réellement passé. Moi, je dirais tout simplement que c'est injuste de la part de cette autorité transitoire de laisser passer ces crimes-là inaperçus. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire des investigations. Je sais que cette enquête-là, ça n'ira nulle part. C'est fini comme ça. Même tout à l'heure, je suis en train de dire ça avec mon frère. Bon, après son décès maintenant, est-ce que l'enquête n'est pas bafouée? Je me demandais à ça, quoi. Parce que si l'intéressé même est décédé, les enquêtes vont se poursuivre comment maintenant? Du moins que s'il a pu dire quelque chose avant son décès. Pour moi, la justice là, à mon avis, le suspect aurait dû être présenté à la justice. Il ne devait pas mourir de la sorte. Sinon, cette situation peut provoquer la panique au sein de la population. Au tribunal, la vérité aurait pu jaillir. Sa mort est suspecte. Les gens peuvent maintenant interpréter comme ils veulent. On peut dire qu'il a été tué, surtout que le jour de son arrestation, certains évoquaient déjà ce scénario. Il ne devait pas mourir de la sorte. Mais du point de vue un peu personnel, on peut dire que il faut une autopsie d'abord pour voir s'il a été torturé ou pas, pour voir de ce côté-là, quoi. Ou si aussi par rapport à une analyse de profondeur concernant la mort de ce monsieur. Mais en tout cas, quelque chose qui est un peu très dramatique, quoi. On sait quand même ce qu'il a fait, son acte n'est pas judicieux. Il a essayé d'atteindre à la vue du président, c'est pas bon, mais tout ce qu'on fait, nous sommes tous des humains. Il devrait être traité de façon convenable. Il faut que l'identité de la personne soit connue et quel groupe il appartient. Bon, à ce niveau-là, on le saura. Mais comme ça, là, dans le vide, personne ne peut parler. Et voilà, c'était le dernier reportage de ce 20h. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain 20h. Prenez soin de vous et n'oubliez pas vos proches. Bonsoir.